Eh bien, bonjour à tous. Pour ce rendez-vous interview à la Convention du disque de Rezé. Et donc, on va commencer la journée avec un entretien en compagnie du célèbre Patrick Foulou, qui a écrit plusieurs ouvrages. Voilà, un journaliste un petit peu underground, une encyclopédie du rock indépendant depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, plusieurs dizaines d'années, oui. Et en fait, le rendez-vous de ce matin, c'est autour de deux ouvrages que Patrick a écrits. Donc, ces deux derniers ouvrages. Donc, le premier, c'est un ouvrage qui s'appelle Les Thugs Radical History. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Le Boulon il y a quelques années, en 2019, il me semble. 2020, il a 2 ans. Ok, en 2020. Et qui a un gros succès de librairie, on peut dire ça comme ça. Oui. Hein. Et ça faisait quand même longtemps qu'on attendait un ouvrage de référence sur ce groupe angevin qui est une reconnaissance à l'international. Et il apparaît tout à fait légitime que ce soit Patrick qui l'ait écrit, puisqu'il a connu les Thugs dès le début, dès la première partie des années 80. Et puis, encore plus récemment, Patrick a écrit un ouvrage qui s'appelle Hache tendre et gueule de bois, donc aux éditions Kiklos, qui est paru en 2021, c'est 2020, ça ? Oui. Et en fait, c'est un ouvrage qui correspond bien au type de rendez-vous sur lequel on se trouve aujourd'hui, puisque en fait, c'est un ouvrage pour lequel il va explorer sa discographie. Il explore sa discographie, principalement vinyle. Oui, principalement. Je n'ai pratiquement pas touché au CD. Voilà, donc c'est vraiment... Si vous cherchez des collectors, oui. Il y en a beaucoup. Il y a à la fois des références. Il parle de David Bowie, il parle des Stooges, il parle donc de groupes de référence. Et en même temps, il chronique aussi un tas de groupes mythiques ou cultes, comme on dit, mais qui sont connus par peu de gens dans le monde. Oui. Mais peut-être qu'ils sont les futures références des décennies à venir. On ne sait jamais. Certaines références, ce que j'explique au début dans le début du livre, certaines références, certains disques ont été tirés à 125 exemplaires des fois. Et je me dis, à quoi ça sert d'en parler si personne ne peut le trouver ? Effectivement, personne va trouver ces disques-là. Mais ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est des vrais super disques, quoi. Et ça a existé, il faut le dire. Bon, donc du coup, merci Patrick. Je pense qu'on va commencer par le Hache tendre et gueule de bois et pendant une quinzaine de minutes, et puis après on évoquera l'ouvrage sur les Thugs Radical History. Et je sais qu'il y a plein de gens ici à qui ça parle ou qui auraient peut-être des choses à dire. Donc sur Hache tendre et gueule de bois, donc finalement ce principe de sortir un ouvrage qui regroupe des dizaines ou des centaines de chroniques différentes, c'est quelque chose qu'on a déjà. C'est comme un ensemble de jalons ou de repères qu'on trouve assez souvent quand on veut connaître des disques et tout ça. Mais alors, j'allais dire, quel a été un peu ton modèle ? Est-ce que tu as pris exemple sur certains ouvrages pour constituer les références que tu cites, donc plus de 100 références. Ça fait combien ? Ça fait 600 pages, 800 pages avec... j'ai dû sélectionner un peu plus d'un millier de disques. J'ai dû en enlever énormément. Après, j'en ai enlevé, pourquoi ? Pas parce que les disques étaient moins bons. Moi, je me suis pas trouvé bon en écrivant dessus. Je me dis, quel intérêt de dire ça ? Ça fait pas avancer le schmilblick. J'ai vraiment gardé les meilleurs, les 1000 disques et mes meilleures chroniques à moi. Donc... Après, c'est pas que des chroniques de disques, c'est pas que ça, quoi. Ça va un peu plus loin que ça. Bon, là, on reconnaît le bon journaliste qui
à la fois sélectionne les chroniques par rapport à la qualité des albums et ce qu'il peut en dire, mais aussi par rapport à la qualité de la chronique. Hein. Comment embarquer l'auditeur en écrivant sur un disque. C'est ça, il faut que le lecteur, s'il s'emmerde en lisant le livre, il est lourd le livre, quoi. Donc le livre, il va lui tomber des mains. Donc il faut vraiment qu'il soit passionné, happé. Ça va très vite, et comme je suis fan de musique plutôt excité souvent, ou des trucs dansants, donc il faut que ça danse, quoi. Il faut que le lecteur, la lecture soit dansante, tout simplement, quoi. Donc tu me disais que pour la sélection des albums, c'est déjà assez original. C'est que finalement, tu t'es limité à ta chambre ou ton bureau. Enfin, tu as regardé les disques qu'il y avait chez toi et tu as dit « Ok, je prends les disques qui sont chez moi. » Uniquement. Voilà, j'ai pas été chercher des disques que j'ai pas en rayon. Il y a certains disques que je me suis dit « Tiens, celui-là, j'en aurais bien parlé. » Mais je l'ai pas en rayon, donc on saute. Donc t'es pas allé sur Discog ou surfer sur Internet pour... Moi, je suis vraiment, je suis un peu comme tous les gens ici présents. Je suis un peu fétichiste avec le vinyle, quoi. Ok. Donc tu t'es dit voilà, donc il y a un peu plus de 1000 chroniques, mais j'imagine que t'as encore plus de 1000 disques chez toi. Oula, oui. oui, j'en ai tant que les murs peuvent en tenir, il y en a, quoi. Même si j'en ai un peu moins maintenant, parce que je me demande à quoi servent tous ces disques-là, finalement. En fait, le livre m'a permis aussi de dire, bon, maintenant tu as écrit dessus, et maintenant garde l'essentiel et le reste, bazarde. De toute façon, il me reste pas 150 ans à vivre pour pouvoir écouter ce que j'ai, donc je garde que le meilleur de la crème, quoi. T'as pris uniquement des albums ou aussi des singles, des 45 tours? Non, uniquement les albums. Non, uniquement les albums. Et on m'a dit, fais pareil avec les 45, et non. Ah, oui. Non. Bah oui, ça pourrait être un second tome 2 sympa avec les 45 tours. Oui, parce qu'il y a quand même plein d'artistes qui ont fait, alors et surtout en France, qui ont fait que des 45 et qui n'ont pas fait d'album. Ouais. Et il y a des belles pièces des fois, donc... Ouais, après t'es pas assez âgé pour faire un tome sur les 78 tours. Mais d'accord. Donc alors, du coup, le principe c'était, est-ce que tu avais des modèles d'ouvrages comme ça ou est-ce que finalement, soit des modèles pour te dire j'aimerais faire comme ça, ou alors des modèles pour dire j'aimerais pas faire comme ça? J'ai envie de... On pourrait dire quelle est la singularité sur la forme de... Alors au départ, l'idée elle est venue tout simplement un jour quand j'ai été tourneur, j'ai été manager, etc. Je faisais tourner des groupes. Un jour, j'héberge un groupe chez moi, et un groupe de La Rochelle, me semble-t-il, ou de Bordeaux. Ils étaient super jeunes, c'était des gamins. Je les laisse un soir, on va se coucher. Je leur dis, ils regardent la discothèque, ils regardent les disques. Et le matin, je les retrouve devant, toujours. Au réveil, ils étaient toujours devant les disques, en train de les sortir un à un, dire mais ces trucs. Et ils n'avaient pas dormi de la nuit. Et ils m'ont dit, mais t'as pas le droit de garder ça pour toi, qu'il faut vraiment que tu fasses partager ça à tout le monde, quoi. Et c'est là d'où vient l'idée de ce livre. Parce que je me suis dit, il y a deux solutions. Ou je fais un musée audio, où je mets les disques, où les gens peuvent les écouter, ou j'écris un livre. Bon, forcément, en tant que journaliste, j'écris un livre, quoi. Donc voilà l'idée du livre. Après, mes modèles, c'est un peu de tout ce que j'avais lu auparavant, mais ce qui m'intéressait au-delà simplement de la chronique de disques, parce qu'on me disait tout le temps, ouais, t'as ton propre style d'écriture, qui est évidemment influencé, qui est influencé par la littérature principalement, parce que je suis un fan de Frédéric Dard. Enfin, j'ai commencé à lire pas avec Frédéric Dard. Je suis un fan d'Audiard, je suis un fan des Marx Brothers, et tout ça on va le retrouver, tu vois. Et dans les influences, c'est presque plus des influences cinématographiques ou littéraires que musicales, ou enfin en tout cas journalistiques. Mais c'est vrai que je suis fan de Lester Bangs, je suis aussi, tu vois, donc ça se ressent. Mais ce que je voulais, c'est plus que parler des disques, c'est aussi de parler de mon vécu, parce que ce que je dis, c'est en perspective, c'est aussi une étude sociologique. Parce qu'on voit comment moi je vais commencer à écouter de la musique au début des années 70, enfin aux côtés du rock, comment j'arrive au rock, comment on me familiarise avec le rock, et comment après le punk va changer tout ça et va tout bouleverser. Et comment je vais devenir journaliste, et comment je vais devenir tourneur, et les tournées, etc. J'ai été manager, j'ai eu des labels de disques. C'est un peu tout ça que j'explique. Ouais. En fait, ce que tu m'expliquais, c'est que pour ce bouquin,
ok, c'est 1000 chroniques de disques, un peu plus de 1000 chroniques de disques, mais en fait, ta vie transparaît dans ces chroniques-là. Tu nous expliques un petit peu comment tu les as découverts, pourquoi tu les as aimés. Donc, tu n'as pas cherché à... Enfin, si on rentre dans les débats de rock critique, tu n'as pas cherché à faire la chronique définitive ou la chronique ultime. Tu as cherché à montrer comment, toi, dans ton parcours, ces disques-là sont des disques un peu qui ont, entre guillemets, comme on dit, sauvé ta vie, quoi. Oui, oui, c'est des disques essentiels. Après, je suis absolument pas, en tant que bon journaliste rock, je suis absolument pas exhaustif et je suis tout à fait partial avec une mauvaise foi assumée. Mais c'est pour moi c'est vraiment des disques essentiels pour plein de raisons. Alors des fois c'est uniquement parce que je vais avoir une certaine relation amicale avec certains. Si j'ai une relation amicale, c'est que déjà artistiquement ils me plaisent. Et après je vais nouer un certain lien avec eux, quoi. Mais c'est ça, c'est la passion et uniquement la passion. Il n'y a que ça, quoi. C'est la seule motivation. Et on pourrait dire que est-ce que les disques que tu chroniques, c'est des disques qui sont sortis entre quelle année et quelle année à peu près ? Des années 60 à 2020. Ok, d'accord. Donc on est sur 40 années sur 60 années de sortie de discographique. Oui, je peux parler de Bowie, je peux parler de les années 60, il va y avoir sûrement du Velvet. Je me rappelle pas ce que j'ai dit. Est-ce que la chronique du Velvet était intéressante ? Je suis pas sûr parce qu'il a été tellement écrit de choses là-dessus. Je vois pas ce que je pouvais apporter de plus. Les Stooges, forcément, qui est le Funhouse, qui est le plus grand disque de rock du monde, de la Terre, et pour moi Iggy Pop étant le roi du rock'n'roll et pas Elvis Presley. Ça gueule pas dans le public. Jusqu'à des choses très récentes alors. Tu sais le plus récent ? Comment ? Jusqu'à des choses très récentes, oui. Puisque j'écris encore tout le temps. Pour le plaisir, j'écris un petit peu pour de la presse encore, où je fais des chroniques de disques, parce qu'on me le demande, ou pour des blogs, et j'y reprends donc des chroniques. Alors là, comme c'est pour le plaisir, je prends le temps, je m'amuse, c'est vraiment des exercices de style, et donc on retrouve certaines de ces chroniques dans ce livre-là. Alors récemment, oui, il y a tout... Je me retourne jamais. Je vois sur les réseaux sociaux où les gens de mon âge ont plutôt tendance à se retourner sur les vieux trucs. Moi, je regarde ce qui se fait aujourd'hui. Oui, j'adore toujours Bowie, j'adore toujours Iggy Pop. J'attends le prochain album d'Iggy Pop, évidemment. Mais je trouve qu'il y a tellement de trucs passionnants aujourd'hui que ça me suffit, tu vois. De temps en temps, je vais réécouter des vieux disques, mais c'est rare. Hein. Et en termes de genres musicaux, on pourrait dire que le bouquin, ça couvre... disons la culture rock au sens large, rock, ou alors tu vas même des fois un peu plus loin, genre un peu de jazz ou de chansons, des choses comme ça. Oui, je suis fan d'Aznavour aussi, donc je vais parler d'Aznavour, mais moi ça va plutôt de rock, le rock d'Iggy Pop, des Stooges, on va dire, du rock, Bowie, le Velvet, MC5, New York Dolls, jusqu'à la musique noire, la soul. J'adore tout ce qui est alors on revient au cinéma, la blaxploitation. Moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus aussi. On a dû faire des conférences d'ailleurs ensemble, peut-être, où moi je faisais conférence sur la soul music, parce que je trouve que la soul et le punk, j'adore le punk, la soul et le punk, il y a énormément de choses dans l'engagement, ça se ressemble énormément. Et toute la musique noire, et encore aujourd'hui, la musique soul, c'est une des musiques qui me passionne le plus, et il y a une production actuellement de soul music dans le monde entier, particulièrement en Europe, mais un peu dans le monde entier, qui est passionnante, quoi. Oui, moins sur genre la musique électronique ou le rap ou... Oui, voilà, là, le rap, je peux pas dire que j'écoute du rap. Alors si, j'aime bien NTM, j'adore POS, j'adorais, je crois qu'il est décédé, POS, non ? Je sais plus. Odati, qui tournait il y a pas longtemps en France. Voilà, il y en a Public Enemy, voilà, les grands classiques, mais je suis pas fan de rap particulièrement. Les Roots, etc. Après, musique électronique, alors par contre là, je suis... j'arrive pas du tout à entrer. Alors si, mais c'est pas vraiment, c'est plutôt des trucs dance, genre Propeller Heads, des trucs plus dansants, quoi. Et en termes de pays, ça c'est États-Unis, France, Grande-Bretagne.
mais il y en a aussi du monde entier. Du monde entier, il peut y avoir des Japonais, énormément d'Australiens, puisque je suis fan de Radio Birdman et de toute cette période-là. Ouais, toute la vague australienne. La vague australienne, même encore aujourd'hui, je la suis. Mais j'adore ce qui se fait en France aussi. J'adore ce que se fait un label comme Beast Records à Rennes, on n'est pas très loin, donc je trouve ça assez passionnant. Il y a vraiment encore des choses qui se passent, mais foncièrement, ce que j'aime provient des États-Unis. Le rock vient des États-Unis. Tant pis pour les Anglais, quoi. C'est pas eux qui l'ont inventé. Et j'adore. Ça c'est un truc. J'arrête pas d'écorcher les Beatles. Je déteste les Beatles et j'adore dire ça parce que les Beatles, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est un espèce de temple. On n'a pas le droit de dire du mal des Beatles. Alors que j'adore le blanc, le double blanc et le revolver. Hein. Mais je dis que les Beatles, c'est des gros branleurs en fait. Ils ont tout piqué aux Amerlocs. En fait, heureusement que les Beatles étaient là au début des années 60 parce que le rock était bien mort sans eux. C'est eux qui l'ont remis en piste. Mais bon, les Beatles, j'aime bien leur taper. C'est un petit plaisir que je me fais à chaque fois que j'ai l'occasion. J'en mets une petite sur les Beatles. Ok, ouais, le groupe un peu martyr, quoi, c'est les Beatles. Bon, ça réagit pas énormément. Non. Personne n'aime les Beatles. Mais ouais, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui réunit quand même les plus de 1000 chroniques, c'est quand même aussi un esprit, un esprit rebelle qui est associé au rock, mais aussi, enfin, une forte conscientisation, on pourrait dire indé ou underground. Enfin, c'est plutôt que de connaître les albums venant, je dirais, de l'industrie, etc. Tu es quand même assez sensible à toute une histoire des scènes locales, des maillages solidaires, des trucs construits avec des bouts de ficelle, des projets un peu cultes et tout ça. C'est quelque chose qui t'intéresse. Oui. Alors moi, je suis vraiment. Des fois, c'est pas le son qui m'intéresse. Le son, même il est pourri, je m'en fous. Mais s'il y a une belle chanson derrière, ça me convient. Je regarde pas le nom du label, je regarde pas le tirage. Ça, je m'en fous. Autant un disque qui est super bon sur une major, l'album des Fujis, là, le fameux album. J'adore ce disque-là, c'est de la soul. J'adore Thriller de Michael Jackson. Et comme j'aime des disques de petits groupes néo-zélandais qui ont sorti sans vinyle, quoi. Ça touche tout. Donc il y a aussi beaucoup de choses sur la manière dont s'est construit le rock alternatif ou le rock indépendant en France. Bien sûr. Je ne sais pas si tu vas jusqu'à citer des groupes nantais. Bon, il n'y en a pas... Ah, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on pourrait dire que... tu cites au moins... Mais là, comme les gens réagissent pas, je peux le dire, des groupes rennais, et puis... Oui. des groupes angevins, évidemment. Et oui. Et si mais ça, c'est Mr. Moonlight, non, c'est Rouen, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, non, c'était Rouen, ouais. Rouen. Et alors, donc du coup, s'il nous reste 5 minutes, c'est ça ? J'allais dire, il faudrait qu'on passe au deuxième bouquin, parce que là, c'est justement pas loin d'ici, finalement, puisque c'est un ouvrage sur les Tugs, Radical History. Alors, oui, j'ai oublié de dire, je sais pas comment tu fais, Patrick, mais en tout cas, ça prouve un peu ta légitimité underground ou ta légitimité indépendante. Mais là, quand même, sur H tendre et Gueule de Bois, on ne s'étendra pas sur le titre et les références multiples au titre, parce qu'on n'a pas le temps, il y a plein d'autres choses à dire. C'est que la postface est écrite par Michel Ambarek, donc de Best, de la revue Best, de l'époque, de la revue, je veux dire 68-95, et que la préface est écrite par Thomas VDB. Donc le gars, il connaît quand même du monde. C'est Thomas VDB qui fait la préface de son bouquin sur la discographie. Et là, carrément, les Tugs, il y a carrément une préface de Virginie Despentes. Mais alors, comment tu connais tous ces gens-là, Patrick ? Voilà, c'est des connexions. Alors, il se trouve que pour le Tugs, on se disait, l'éditeur me disait, ce serait bien d'avoir une belle plume pour la préface. Donc j'ai demandé aux Tugs des gens connus qui étaient assez fans des Tugs. Il y a quelques noms qui sont sortis, et puis l'évidence, c'était Virginie Despentes. Et elle, quand je lui ai proposé le truc, elle m'a dit, ça c'est le truc que je ferai pour personne, mais pour les Tugs, ouais, je le fais, quoi. Et VDB, Thomas VDB ?
Thomas, parce qu'on a été collègues et parce que moi je connais Thomas avant qu'il soit comédien. On a travaillé ensemble, ça fait plus de 20 ans que je connais Thomas maintenant. Et on est bons copains, quoi. Oui, c'est ça. Patrick a été journaliste dans Roxand, comme Thomas VDB à l'époque, avant qu'il soit comique. Ça fait partie de sa multiple vie. Parce que ce qu'il faudrait dire, c'est que on n'en a pas parlé au début, mais au-delà de l'ouvrage, Patrick vient de Clermont-Ferrand, donc c'est-à-dire toutes les connexions avec les groupes de Clermont. Et avec le disquaire Spliff Records. Donc ça, tu aurais pu toi aussi faire un ouvrage sur les disquaires. Hein. J'aurais pu faire un ouvrage sur les disquaires, effectivement. Sur les disquaires indépendants. C'est pas dit que ça se fasse pas. Et donc, si tu peux nous résumer un petit peu sur comment tu en es arrivé à faire un ouvrage centré sur un groupe, centré sur ce groupe. Vous savez, les Tugs, c'est un groupe angevin, mais qui a signé sur Sub Pop, hein, le label de Nirvana en 1988, avant qu'il signe en major. Mais c'est un groupe qui a drainé toute une activité sur Angers et après en France avec un label comme Black & Noir et un disquaire comme Black & Noir. Comment t'en es arrivé à écrire un ouvrage sur les Tugs? L'idée de faire une biographie des Tugs, elle est vieille. Il y avait plein de gens qui réfléchissaient quand est-ce qu'on va le faire. Alors, on était tous là sans se le dire, qui le fait. Et un jour, j'avais le temps, je me suis dit OK, je le fais. Donc je suis parti comme ça. Je leur ai demandé si eux étaient OK. Les 5 musiciens qui ont participé au groupe sur les 16 ans d'activité m'ont dit OK, on le fait. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et en faisant la biographie, j'ai appris qu'il y avait déjà 2 essais. Il y en avait 2 qui avaient tenté la biographie et qui ont abandonné en cours de route. Et il y en a peut-être d'autres, j'ai pas su. Mais ouais, moi j'ai pu aller au bout parce que j'avais l'accord des 5 musiciens et des gens qui les entouraient. Et tout le monde a répondu, a participé, a bien collaboré. Donc c'était assez simple. Et en fait, ton ouvrage est très, très centré sur la parole des musiciens. C'est une histoire orale, oui. Ouais. Donc il y a beaucoup de verbatim sur chaque période. En fait, j'imagine tu les as guidés sur... tu as collecté tous les entretiens. Donc il y a les 5 musiciens qui ont fait partie des Tugs, les 3 frères Souris, plus le guitariste Ménard, plus le premier bassiste Gérald Chabot qui dirige maintenant les Escales. Mais en fait, au-delà de ces 5 musiciens, tu as aussi interrogé des gens qui ont fait partie de l'univers Tugs. Oui, je leur ai demandé, c'est une quinzaine de personnes qui ont compté dans l'histoire du groupe, donc manager, technicien, label. Oui, il y a même des journalistes. Journalistes, oui. Donc, et eux aussi m'ont raconté leur témoignage, pourquoi les Tugs, qu'est-ce qui comptait pour eux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à construire. Et aussi là, les Tugs, c'est aussi une étude sociologique à travers cette histoire, quoi, parce qu'eux racontent chronologiquement l'histoire du groupe, mais à travers, on voit... Quand ils parlent au début, il n'y a pas Internet, il n'y a pas comment on fait pour... on envoie des cassettes par la poste, on prend le téléphone pour appeler, pour faire un concert, comment on se débrouille. Et c'est un peu l'évolution, parce que c'est sûr, un jeune aujourd'hui, il va lire ça, il dit, mais pourquoi ils s'emmerdaient à faire ça? Franchement, c'était de l'artisanat pur et dur, quoi. Et alors, il y a quand même une connexion entre les Tugs et Nantes. On le voit dans le bouquin, il y a un Nantais, en fait, qui est interrogé. Tech, ouais. Tech, le sonorisateur, est nantais, ouais. Et malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais... Ouais. Et avant, il a été musicien dans des groupes nantais dans les années 80. Enfin, c'est Rachid qui me... Gunpowder, oui. Il jouait dans Gunpowder, oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Et alors, on apprend beaucoup de choses sur les Tugs parce que finalement, c'est un groupe qui a croisé plusieurs périodes. C'est ça qui est intéressant. Il y a une période un petit peu années 80, on pourrait dire plutôt liée au rock alternatif. Et puis après, il y a une période années 90 plutôt lié à ce qu'on a appelé le rock indépendant, on pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Eux, ils arrivent dans les années 80 avec ce qu'on a appelé l'alternatif. Ils étaient dans ce milieu-là, mais ils chantaient en anglais. Donc, ils étaient à cheval. Ils avaient le cul entre 2 chaises, entre l'alternatif et le rock qui chantait en anglais. En France, c'était pas encore très, très facile pour
ce style-là, avec des guitares qui faisaient un boucan d'enfer. Alors les gens comprenaient pas en France. Alors à l'époque, il n'y avait pas de studio de qualité, il n'y avait pas de salle pour les faire jouer. Donc ils jouaient dans des bars, des choses comme ça. C'était compliqué pour les studios, pour enregistrer, comme il n'y avait pas vraiment de studio qui était capable d'entendre des guitares qui hurlent. Et ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient en Angleterre enregistrer. C'était parce que là, au moins, les Anglais, ils avaient l'habitude des guitares qui gueulent. Ça les dérangeait pas. Et donc, on voit aussi se structurer parce qu'au début, ils arrivent en 83. Alors, donc 83, c'est les radios qui commencent à se mettre en place. Ça commence le milieu rock qui se structure tout doucement. Et eux, eh ben, ils accompagnent ça. Et comme c'est un peu un fer de lance du milieu indépendant, ils servent un peu de locomotive pour les autres. Et c'est eux qui ouvrent la route à d'autres. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont publié des disques dans un nombre incalculable de labels, à commencer par le label de... Eh ben, ils ont commencé par Gouniaf, le premier, voilà. 45. Et Gouniaf, voilà, où il y a des groupes comme les Shérifs, comme les Rats, ensuite, ou oui, même Happy Drivers qui ont publié. Hein. Et alors après, ils sont allés dans énormément de labels, et notamment 2 labels mythiques états-uniens. Il y a Sub Pop, il y avait Vinyl Solution en Angleterre, ils ont été d'abord chez Vinyl Solution, après Sub Pop, ils sont passés chez Closer aussi, ils ont fait un album chez Closer. Ils ont même fait un album sur Alternative Tentacles. Il y a un album qui est sur Alternative Tentacles aux États-Unis, en licence, ils étaient chez Vinyl Solution à l'époque. Et en fait, c'est Sub Pop Sub Pop n'avait pas d'argent, ils ont filé le truc à Alternative Tentacles. Et comment t'expliques alors le succès de cet ouvrage ? Comment t'expliques que Parce que tout le monde attendait ça. Mais ce que c'est vraiment, on le savait quoi. Le nombre de journalistes qui disaient mais il faut faire un livre sur les Tugs, mais personne n'y allait quoi, personne s'engageait. Et en fait, il y a plein de gens, c'est des gens qui ont 60 ans, qui ont entre 55 et plus de 60. Et ça leur rappelle leur jeunesse, parce que les Tugs, ils ont tellement marqué les gens, c'était impressionnant. Ils étaient ultra originaux, ils ressemblaient à rien d'autre parce qu'ils étaient incapables de copier les autres, ils savaient pas jouer. Donc ils ont appris à jouer ensemble, ils avaient un son à eux particulier, mais c'est le son qui... C'est pas qu'ils l'ont choisi, c'est ce son qui s'est imposé à eux, quoi. Et c'était tellement monstrueux sur scène, c'était une claque énorme. Et on a revu, quand ils se sont reformés pour une tournée exceptionnelle pour les 20 ans de Sub Pop en 2009, moi j'ai assisté à un concert, c'était à Angoulême, et on voyait le public qui était au taquet, quoi. On retrouvait... C'était incroyable. Alors ils ont le son des Tugs, c'est quoi? C'est la brutalité de Motorhead avec les mélodies des Beatles. Voilà, ils font ce mix-là. C'est très sauvage, c'est brutal, mais en même temps c'est très pop. Vraiment merci Patrick. Et évidemment on pourrait dire que le succès du bouquin sur les Tugs, il est lié à la fois au fait qu'il était attendu. Moi, je me rappelle que quand il y a eu le crowdfunding, on est passé à plus de 500% assez rapidement de la demande. Enfin, c'était un peu incroyable. Mais il est aussi lié à la patte que tu as pu donner à ce bouquin-là. Parce que justement, je pense que tu as trouvé une cohérence dans la manière d'écrire sur les Tugs avec ce qu'était le profil ou l'éthique du groupe. Oui, j'ai essayé de coller à l'esprit du groupe. Et donc, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et merci. Si vous êtes intéressé par l'un des 2 ouvrages de Patrick, donc Âge tendre et gueule de bois, donc, qui est une sélection de sa discographie, ou son ouvrage sur les Tugs, Radical History, il va passer quelques minutes à la table de dédicace. Et donc, moi, je vous dis à plus tard, et les interviews vont continuer. Merci beaucoup, merci. Patrick. Merci à vous, merci Patrick, merci Jérôme. Voilà.